Vous aimez l'automobile? Ça tombe bien, on va avoir plein de choses à vous dire. Et aujourd'hui, quand je dis on, c'est vraiment on, parce que j'ai la chance d'avoir François Bouet avec moi. Pourquoi François Bouet? Vous nous avez suivis, vous avez peut-être vu qu'il y a un petit bouquin, et non des moindres, sur le sujet à gagner. On vous donnera d'ailleurs le nom à la fin de la vidéo. Et donc François m'épaule, me soutient même, va faire à peu près toutes les anecdotes et tout ce qu'il faut techniquement. On se soutient mutuellement. Oui, sur cette très jolie voiture qu'il connaît bien mieux que moi, la Honda Civic. Donc aujourd'hui, on va vous faire un marché sur la Honda Civic et Civic Type R. Plutôt focus sur Civic Type R. Tiens d'ailleurs François, tu n'es pas que spécialiste de la Honda Civic Type R. Je ne suis pas, moi je n'ai pas la prétention de dire que je suis spécialiste parce que 11 générations, 2 300 000 voitures. Non mais il y a beaucoup de générations, donc je ne suis pas un spécialiste de Honda Civic, je m'y connais. Et puis, tu es l'auteur de ce bouquin. Et je suis quand même l'auteur de ce livre, et donc on en parlera. Il y a même une erreur en couverture, on m'a fait la remarque, entre guillemets, attention. Tu es l'auteur une erreur volontaire, bien sûr. Tu es l'auteur d'un autre bouquin, de plusieurs autres bouquins aussi. Un premier sur Range Rover, parce qu'on est tous les deux fans de cette auto-là, et effectivement, qui était mon premier livre de cette génération Life In, et le deuxième qui était sur Porsche 911. Le troisième, c'est Honda Civic, et le Avenir, c'est une information, ça sera sur MX-5. Je déflore en septembre, on parlera MX-5. On fera donc notre vidéo marché sur la MX-5 à ce moment-là. Et on fera gagner les livres. Nickel. Voilà. On s'attaque ouais. Pourquoi? Moi j'avais noté 2-3 petites choses. D'une, et tu vas donner peut-être quelques explications. Un, le nom. Bon déjà, comme tu l'as dit, elle est sortie en 72. Ça fait 11 générations, ce qu'on ne peut pas dire ça de toutes les voitures. Des volumes considérables. Finalement, pas tant que ça en Europe. Mais un nom qui parle de lui-même, Civic. Civic, ça veut dire pas mal de choses et c'est pas par hasard qu'elle s'appelle comme ça. Alors, en fait, quand on discute même chez Honda, a priori en interne, le mot Civic, c'est parce que justement, c'était une voiture citoyenne à la base. La première. Et surtout, il y a une petite subtilité, c'est que la voiture, elle a été créée et développée. Alors, il y a beaucoup de choses à raconter, mais pour répondre aux normes d'antipollution américaines des débuts des années 70. Et donc, ils ont fait un moteur très spécifique, c'est le passage de l'air à l'eau. Je raconterai peut-être l'anecdote avec Soichiro Honda. Et donc, c'est CVCC. Je prends mes notes parce que j'y arrive pas. Compound Vortex Control Combustion. Toi, tu as de la chance, hein, tu as le droit d'avoir des notes. Moi, oui, mais moi, parce que je suis vieux. Non, ok, d'accord, je vois ça. Et donc, c'est CVCC. Et donc, quand on le dit en anglais, c'est CVCC, Civic. Et c'est-à-dire que c'est devenu un palindrome. C'est-à-dire qu'il y a le nom à la base qui est Civic. Et comme par hasard, pourquoi? Est-ce qu'un hasard est une réalité? Mais en tout cas, le nom de ce moteur symbolique en fait, de la première génération se prononce aussi Civic. Donc il y a beaucoup de raisons pour qu'en particulier aux États-Unis, la mémorisation sur Civic, elle a été exceptionnelle. Voilà. Ça me fait penser à un autre truc qui n'a rien à voir, donc je ne le dirai pas. Si, l'acronyme NILON. Ah, je sais pas. NILON, la texture, c'est Now You Lose Old Nippon. Maintenant, vous avez perdu les Japonais. On a trouvé une texture de synthèse. Bon, pardon. Ce qui est intéressant, et d'ailleurs tu le notes dans l'introduction de ton bouquin, c'est vrai que nous, Européens, ce n'est pas forcément une voiture qui nous parle de notre génération, parce qu'on a à peu près, on est né à plus ou moins à même moment classique. Ce n'est pas quelque chose qu'on a eu forcément dans notre ligne de mire. C'est pas tant la marque que le modèle, quelque chose qui nous a fait rêver étant jeune, jusqu'à une fameuse CRX. C'était pas quelque chose qu'on voyait dans le paysage. Pourtant, c'est quand même une voiture clé pour l'industrie japonaise, pour la marque Honda et pour tous les aficionados de cette marque. Et complètement, vraiment, surtout c'est le succès aux États-Unis. Ouais. C'est ça qui est fascinant. L'histoire aussi, c'est que pour répondre aux normes d'antipollution, Honda a réussi à faire quelque chose qui est le contraire de tout ce que tout le monde va faire. C'est-à-dire au lieu de rajouter un catalyseur cher qui fait qu'on est obligé de rouler au super, ils disent on efface tout. Le big boss dit, l'histoire raconte qu'il fait son mea culpa face à ses ingénieurs en disant on arrête, je voulais faire avec un moteur à air, on arrête, j'ai eu tort. Enfin, c'est gigantesque. Très japonais. C'est Soichiro Honda, c'est le fondateur propriétaire. Il y a son associé Fujisawa qui lui dit il faut que tu prennes du recul, etc. Il l'écoute, il dit maintenant on va travailler sur un moteur à eau pour répondre aux normes de pollution américaines. C'est un retournement et surtout ils progressent et ils arrivent à produire. C'est c'est à la japonaise avec une volonté d'avancer qui est exceptionnelle et la réussite de Honda,
c'est la Honda Civic aux États-Unis dans les années 70. Oui, qui a bénéficié de l'implosion du marché de l'essence. Et les Américains n'ont rien vu venir et se sont fait tailler des croupières à partir de ce moment-là. Et donc le Civic ici, c'est jusqu'en 83 ou 84. Donc c'était vraiment une réussite de très très longue durée. Et donc le début d'une success story, c'est ce que tu disais, 11 générations. Et par contre, ce qui est fou, c'est que ça change tous les 4 ans. C'est-à-dire que c'est fou. En rythme d'évolution, c'est fou. Moi, j'étais perdu un moment en préparant un petit peu la vidéo. Je regardais, je me dis, c'est incroyable à quel point tous les 4 ans, ils remettent en place la chose. Donc, soit c'est pour avoir un petit quelque chose marketing pour dire, bon, tiens, tous les 4 ans, on a une nouvelle. Soit est-ce qu'il y a une vraie évolution? Oui, il y a quand même eu des ruptures, parce qu'il y a eu des 4 portes. Pendant longtemps, ça a été un coupé. Il y a eu des versions un peu plus. On le verra, la Civic Type R est arrivée bien plus tard. Je retiens juste ce que tu disais, Honda. Oui, c'est quand même le nom du propriétaire. Ils sont pas, il y a Peugeot chez nous, mais enfin, c'est rare d'avoir. Ça reste encore aujourd'hui familial. Ça reste une entreprise familiale et c'est quand même une technologie et une industrialisation qu'on retrouve aussi bien sur les voitures que sur des tondeuses. Bref, ils ont quand même essaimé énormément. Et pour la marque Honda, ça a été important. Et une marque de moteur. Une marque de moteur. Une marque de moteur. On parlera aussi sur les Type R, sur l'aspect lien avec la compétition. Mais les moteurs, pour faire des économies d'énergie, ils y sont retournés après avec l'hybridation. Enfin, c'est une marque de moteur et vraiment très très performant par rapport à ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est tous les 4 ans, et ça clora un peu le sujet historique, c'est que c'est pour le cœur du marché et du business, c'est les États-Unis. Et les États-Unis, c'est la concurrence aussi des marques américaines qui vendent tout le temps les mêmes mais qui tous les ans, on change les couleurs, les nouveaux modèles, etc. Il y a une animation commerciale continuelle. Donc pour survivre et grossir aux États-Unis, il faut avoir une animation commerce et produit. Par contre, moi, ce qui me déstabilise, c'est que les voitures, des fois, il y a une continuité, et puis des fois, il y a une rupture gigantesque. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils n'ont jamais reculé, pas perdre leur clientèle, mais aussi parce qu'il y a un aspect qualité qui est... Justement, juste pour clore le pourquoi, c'est vrai que c'est des modèles et des motorisations très fiables, très économes. Et à un moment, ils ont basculé avec le fameux VTEC vers quelque chose de beaucoup plus radical, de sportif, qui ont fait la traction, ou je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais qui en a fait la traction la plus rapide, les tours incroyables au Nürburgring, allant chercher des puissances au-delà de 300 chevaux. Il y a aussi cette volonté, au-delà d'être dans l'économie et reprendre le nom dont on avait parlé au début, il y a quand même une véritable sportivité qu'on ne retrouve pas forcément partout. Et il y a le lien, on le fera en déroulant les tarifs et les produits, mais il y a le lien avec la Formule 1, c'est-à-dire le retour en Formule 1, le lien avec Ayrton Senna, enfin, il y a des choses qui sont mythiques, il faut le dire. Voilà. Donc ça fait plein de pourquoi, on explique. Je propose qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on passe un peu rapidement en revue les 11 générations. Bon, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'en aparté, on peut dire qu'il y a beaucoup de générations, on l'a déjà évoqué. On va parler que de la Civic Type R, donc celle qui apparaît logiquement à partir de la 6e génération. Je pense que c'est bien parce que... EK9. EK9. Ah oui, parce qu'il faut faire gaffe, parce que là, il y a des gens qui vont être des spécialistes, donc il faut dire EK9. EK9 vendu uniquement au Japon. Yes. Et puis avant, moi, je fais une petite truc. Il y a quand même eu une voiture très peu connue sur la première génération qui s'appelle la Civic RS. Ah oui. Voilà. Donc en 75, donc c'est une base et elle a des grosses jantes, elle a un moteur avec un double carbu, etc. Donc si vous êtes fan, c'est dans le bouquin. J'ai retrouvé Mais elle est plus puissante, c'est sur quelle génération? La première génération était plus puissante, dédiée au Japon. Donc il y avait déjà ce côté plaisir, sportivité, parce qu'il y avait déjà la Formule 1. Pas trop cher. Oh ça, non, c'était cher. Donc on revient sur la EK9, je t'ai interrompu, désolé. Non, ok, donc on commence à la 6e génération. Pourquoi en fait, ils n'en ont pas fait, à part celle-ci, sur les 5 autres? Ils restaient vraiment dans leur concept voiture écologique, Je pense qu'il y a deux choses. Alors je mets des guillemets parce que c'est même par ma culture générale, c'est pas factuel si tu veux. C'est que je pense que déjà auparavant, le but c'était de vendre beaucoup de voitures. Pas obligatoirement d'être pointu sur ça. Et puis, c'est la corrélation avec le retour avec la compétition. Donc, c'est le retour de Honda en compétition, en partie en Formule 1. Et donc, c'est logique. On fait de la compétition. On vend, pour les voitures de série, d'avoir des moteurs très performants, d'avoir des voitures très sportives. Et comme on a des voitures très sportives, on peut s'appuyer sur alors, ça avait déjà commencé sur les CRX, etc. Ils utilisaient déjà l'image de la F1. Mais je pense que clairement, il y a un tournant en se disant, on veut vraiment utiliser cette notoriété, Senna, etc. Enfin voilà, tout cet élément-là, pour eux, c'est faut utiliser ces éléments-là. Et peut-être aussi un marché américain qui est plus preneur de ce type de produit. Donc EK9, 4 cylindres, 1,8 litre. Oui.
185 chevaux. On n'y est pas encore au 200. Et surtout, la subtilité, c'est, parce que j'en parlais à un moment, disponible en 3 couleurs. Qu'au Japon et en 3 couleurs. Jaune, blanc, enfin 2 couleurs de blanc et noir. Et alors, ce qui est marrant, c'est que je montre la couverture, c'est que j'ai eu des remarques de spécialistes qui me disent « Ah, tu parles de l'EK9 sur la couverture, mais elle est rouge, elle n'a jamais existé. » Ça veut dire que tu n'es pas un spécialiste en fait. Ben non, mais ça, tout le monde le sait. De toute façon, alors, vous pouvez jouer au jeu des 7 erreurs, on va dire des bêtises, parce que moi, je dis que je ne sais pas tout sur tout, donc il n'y a aucun problème si je dis des choses où il y a des approximations. Si c'est un 1,8 litre, un 2 litres, donc il y aura volontairement 1 ou 2 approximations. Et d'ailleurs, tu nous m'as dit que s'il y avait un commentaire qui retraçait une erreur de toi, de moi uniquement, tu lui offrais. J'offrirai un bouquin en plus. Voilà. Donc c'est le jeu des 7 erreurs. Je vais te faire dire plein de choses alors. Allez, on y va. Donc EK9, que disponible en conduite à droite, que pour le marché japonais, que 3 couleurs. Ce qui donne un teasing pour notre prochaine partie sur le marché, puisqu'on peut imaginer qu'elle est très recherchée, très rare, très typée. Bon, bref. On va passer à la 7e génération, donc la 2e de la Civic Type R, qui a un petit nom de code là, elle aussi. EP3. Ouais, il n'y a pas de logique. Hein, mais non, 2001, et là, 25 000 exemplaires produits. Oui, j'ai oublié de mentionner, 16 000 exemplaires sur la première génération, mais que sur un seul marché. Donc 25 000 exemplaires, c'était finalement pas autant que ça, alors qu'elle était distribuée pour la première fois en dehors du Japon. Et 25 000 exemplaires et 2 têtes, hein, pareil, vous pourrez jouer. Je crois que c'est 1500 exemplaires seulement pour le Japon et 23 000 à l'export. Et ce qui est marrant, c'est quand vous regardez les catalogues, je l'ai souligné aussi dans le bouquin, les catalogues, l'intérieur pour la version japonaise n'est pas la même, les sièges ne sont pas les mêmes pour les 2 versions. Donc c'est comme ça qu'on distingue si c'était un export ou un import japonais, voilà, pour les névropathes. Je ne suis pas du tout lié à l'éditeur du bouquin, mais je l'ai bien lu, et ce que j'adore, c'est toutes les publicités que tu mets. Parce que du coup, elle nous retransposent non seulement dans l'époque, mais en plus, c'est des pubs qui ne pourraient plus jamais ressortir aujourd'hui. Il y a sur la sportivité, de l'usexy, sur la sportivité. Et c'est assez rigolo de se dire que c'est comme ça qu'il fallait vendre les voitures à l'époque. Je t'interromps sur le P3, ce qu'elle a de spécial aussi, c'est que dans les changements stylistiques, moi j'appelle ça le SUV, la camionnette. Le truc, c'est il n'y a quasiment pas de capot, c'est un 3 volumes. Un look très tranchant. Et il y a le levier de vitesse qui est posé au milieu de la planche de bord. Ouais. Moi j'en ai une. C'est une super. Je crois qu'il y a une photo. C'est une super auto, mais c'est vrai que celle-là les aficionados aiment bien, mais la génération d'après, c'est plus difficile. Alors, la génération d'après, on oublie quand même de souligner ses performances, enfin ses qualités techniques. Là, elle tape les 200 chevaux. 200 chevaux. Il y a même une série limitée japonaise ou anglaise, je ne sais plus, 215 chevaux. Voilà. Donc, et elle passe aux 2 litres. Voilà. Et 8500 tours. Donc là, on est dans le pur VTEC qui hurle, pas à la mort, mais où il n'y a plus de limite, quoi. Vous accélérez, vous accélérez. Et qui supporte les grands kilométrages. Enfin, bon, ça, c'est un pléonasme. Ok. Voilà. 8e génération de la Civic, 3e génération de la Type R. FN2. Et FD2. Et FD2. Parce que FD2 c'est au Japon, FN2 c'est en Europe. 29 000 tu m'apprends des choses, c'est bien. Tu vois, voilà. 29 000 unités produites, ça continue à progresser. Ça veut dire que le marché est là. Ouais. Très bien. Et surtout, c'est un look. Alors là, moi j'adore cette génération-là. Et on viendra sur les prix, c'est quasiment le même prix que la génération d'avant. C'est la génération qui n'est pas aimée par les fans. Mais bon, elle n'a pas progressé en termes de chevaux non plus. Elle a 201 chevaux. C'est un petit peu embourgeoisée, même. C'est-à-dire qu'elle est un peu moins sportive. Moi, j'adore la tête qu'elle a. C'est une vraie rupture, mais ça déstabilise par rapport au look. Bon, alors, on passe à la 9e génération, la FK2. Si mes notes sont bonnes, c'est la première turbo. Exactement, première turbo, première 5 portes. Et que 5 portes d'ailleurs. Et que 5 portes. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu disais, là c'est vraiment radical. C'est radical l'embourgeoisement, entre guillemets. Oui, enfin, même si mais par contre, les anciens propriétaires, ils s'y sont pas retrouvés. Je sais pas, parce que c'est aussi la première où on commence à l'amener sur le Nord. Justement, c'est les premiers records sur le Nürburgring en 2015. Donc, c'est là, les ailerons, ils deviennent encore plus masters. Et on passe à 310 chevaux. C'est ça, turbo. Je te vérifie. Ouais. Tu vois, c'est sous mon contrôle. Ouais, merci. Oui. Première turbo et 310 chevaux. Et avec record du Nürburgring 2015. Exactement, avec la bataille, avec les Mégane, avec les Cupra, etc. Ouais.
C'est la pleine époque où c'est tous les 3 mois, il y a un constructeur qui pète la gueule excusez-moi, qui déglingue le concurrent en grattant une seconde autour. Oui, mais c'est l'effet Boubka, on va chercher un centimètre. On parle beaucoup de Nürburgring, d'Européens. Du coup, elle est moins destinée aux États-Unis, celle-ci? Eh ben, surtout, elle arrive. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le hatchback, pour la définition anglaise, c'est-à-dire la voiture à haillons, aux États-Unis, il y a des générations, c'est même pas vendu parce que ça ne leur plaît pas. Voilà, donc c'est des choses aussi, en effet, où c'est différent. Et puis on arrive aussi aux États-Unis, en effet, l'Hypersport, elle est plutôt représentée aussi sur un coupé 3 portes à coffre, plutôt que sur le hatch. D'accord. Moi qui suis un dingo de la boîte manuelle, elle n'existe qu'en boîte manuelle? Bien sûr, elle n'existe qu'en boîte manuelle. En tout cas sur FK2, tout à fait. Ouais. Bah, ce qui n'est pas le cas parce que déjà les Mégane, déjà les concurrents ne proposent pas que si. Bon. C'était pour te faire bien un commentaire qui pourrait être erroné. Allez, voilà. On passe à la suivante. Alors la suivante, FK8. FK8 elle-même. Et donc ça c'est 2017, 10e génération. Oui, alors je ne vois pas ce que la 11e a vraiment apporté de radical, à part le pot d'échappement qui est centré alors qu'il y en a 2 sur les côtés sur la Tipper. De toute façon, 10 et 11, il y a quand même beaucoup de proximité, en particulier moteur. C'est le même moteur avec des développements un peu communs. Donc les dernières générations, c'est assez proche, même s'il y a des évolutions stylistiques, c'est toujours du 5 portes. C'est de plus en plus large, gros, habitable. Oui, complètement. Aujourd'hui, la dernière génération FL5, c'est une vraie auto quasi quotidienne. Voilà. Bon après, nous le problème c'est que on se fait déglinguer en termes de taxes et voilà. Donc c'est plus envisageable. Mais on est sur une grosse voiture. Ça n'est plus une petite sportive. On a vraiment passé un cap en termes de dimension. Et toi qui les as à peu près toutes essayées. À peu près. Ouais. Ouais, ça reste quand même. Ça reste, j'ai fait la FL5 Honda France et on avait une en parc presse, ce qui est assez génial malgré la taxe. Mais je trouve que c'est aussi intelligent qu'une marque défende un peu sa marque en disant venez encore toucher ce qu'est l'ADN de la marque, la sportivité et tout, même si c'est une voiture où c'est une fortune de taxes. Ça, je trouve que c'est vraiment le boulot d'un importateur et de jouer le jeu. Donc j'ai eu le bonheur de pouvoir l'essayer. Ouais, et puis elle était bleue. Moi, je reconnais que toi, ta femme, elle supporterait pas, mais moi, je suis bleu, c'est ça. C'est ça. Et donc un bleu pétard, et c'est une traction, ça arrive à passer 325 chevaux sur la route. Et puis tu vas chercher ce que j'aime bien dans une Civic Type R, c'est que tu roules tous les jours dans Paris et ailleurs, c'est ultra pratique. Et puis tu veux aller même réellement sur circuit ou sur petite route, en Allemagne bien sûr, rouler vite. Tu te fais plaisir. Ça fait tout. Et donc, pour conclure ce point-là, ce qui est quand même génial, c'est qu'au contraire, on avait fait un marché, vous pouvez retrouver sur la 911, on avait fait un sur la Corvette, qui reste des grandes voitures avec des générations, mais finalement qui se sont jamais départies de leur configuration technique de départ, donc pour pas perdre. Celle-ci est passée d'une petite voiture à aujourd'hui une berline très puissante, mais reste iconique et reste dans l'histoire japonaise et dans l'histoire de Honda quelque chose qui dans l'ADN. Alors c'est pas l'ADN Civic, mais c'est l'ADN Honda. Ouais. Bon, allez, maintenant on va passer au marché directement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a évoqué 2,7 millions de voitures produites. Je mets de côté le Japon. Je regarde combien il y a d'annonces en dehors du Japon. On est à 76 000 et quelques. Et les États-Unis représentent un fort volume. On regardera pourquoi après. Ce qui m'a beaucoup plus étonné, c'est la Turquie et le Brésil qui sont les 2 autres pays sur le top 3. Donc là, on parle toute Civic. Toute Civic confondue, toute génération, toute Civic. Et on est allé chercher aussi, parce qu'on s'est étonné de ça, on a allé approfondir. Et donc, sur la Turquie, en fait, pendant longtemps, les 2 lieux de production pour toute l'Europe, c'était Swindon en Angleterre et la Turquie. Je n'ai pas mémorisé le nom, vous m'excusez, mais et donc ils sont très gros producteurs, c'est peut-être 28 000 pièces par an, quelque chose comme ça. Et donc, par la force des choses, les Turcs se sont un peu appropriés la Civic, ce que je trouve assez logique, vu qu'elle était produite chez eux. Et donc, c'est un gros marché de vente de Civic, de production aussi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'annonces de Civic en Turquie. Brésil, du coup ? Brésil, la même chose. D'accord. C'est-à-dire que il y a une usine au Brésil qui fabrique globalement pour toute l'Amérique du Sud pour des problèmes de douane. Et les Brésiliens, ils sont aussi octroyés en disant la Civic, c'est aussi notre auto.
Et puis voilà, c'est une bonne auto, donc voilà. Les Brésiliens, c'est plutôt le transporteur, hein, Volkswagen Combi. Enfin bon, je dis ça, c'est peut-être un peu. Ouais, mais ils aiment bien les voitures sportives, hein, les Brésiliens. C'est vrai. Ouais, donc c'est assez logique et surtout c'est fabriqué local. Rappelle-moi, Ayrton Senna, je crois qu'il était brésilien. Hein. Ouais. Exact. C'est très probablement une excellente remarque de ta part. C'est une évidence que l'implantation et le développement de Honda au Brésil, elle est obligatoirement corrélée à la notoriété et à l'association Senna et Honda. Et Fittipaldi, non? C'est pas Fittipaldi. Non, mais c'était pas avec Honda. Pardon. On a digressé et c'était une boulette. Juste avant de passer directement sur la version Type R qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, j'ai noté que sur les 6 premières générations, si on regarde uniquement en France et en Allemagne, pour chacune des générations, on a moins de 100 unités à la vente. C'est dire à quel point c'est compliqué si vous en recherchez une d'en trouver une, et ça va être encore plus compliqué dans une configuration qui est celle que vous voulez précisément. Et ce qui expliquera peut-être après les raisons. Et puis parce que c'est tellement une voiture fiable, c'est qu'elles sont usées, surusées, etc. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas en collection parce que, les gens la gardent. Les gens les gardent et les utilisent jusqu'au bout. Voilà. Donc, on bascule directement sur la version qui nous intéresse le plus, la Type R. J'ai pas grand-chose à dire, moi, de mon côté, sur la première, puisqu'on l'a vu, elle est sortie uniquement au Japon. Donc, comme on va pas donner les prix. Par contre, toi, je sais que ton réseau te permet d'obtenir un certain nombre d'informations là-dessus. À prendre avec des pincettes, parce que c'est que des conduites à droite. Ce que je peux se dire, c'est que les Américains sont très friands de ça, puisque maintenant, ils ont une loi sur place qui dit qu'au-delà de 25 ans, ils peuvent réimporter toutes ces voitures qui n'étaient pas officiellement homologuées, et qu'elles soient à volant à gauche ou volant à droite, ça ne pose pas de problème. Le côté Fast and Furious a boosté, et donc il y a un engouement, et il y a des prix qui vraiment décollent. En Europe, pour moi, c'est difficile d'avoir une belle auto d'origine à moins de 40 000 euros. Voilà. Pour la toute première. Pour le Honda K9, ouais. Okay. Pour la première génération, en fonction du coloris. Mais enfin bon, c'est recherché et il y a un vrai marché. Il y en a quand même quelques-unes, souvent en passant par l'Angleterre, qui ont été importants en Angleterre. Ouais. Mais pour moi, c'est une quarantaine de milliers d'euros. Et voilà. C'est une belle auto pour ce prix-là. C'est un collector. Non, mais à rouler. Oui, mais enfin. Je sens pas un. Non, ok. C'est des voitures de fans, donc c'est les fans. Des fans. Pas de femmes. Non, mais j'ai mal entendu, pardon. De fans, et une Type R, c'est quand on est fan d'une Type R, voilà, et donc. On occulte tout. Le prix est un détail. D'accord, ok, très bien. Bon, alors la génération sur laquelle on peut se poser, c'est la 7e génération, la première officiellement importée. 289 annonces. La France est devant l'Allemagne de courte tête, 25 annonces réellement, 22 en Allemagne. C'est dire à quel point, ce qu'on soulignait avant, c'est très compliqué. Il faut déjà, quand on en trouve une, peut-être sauter sur l'occasion, voir à combien elle se vend. Sur ces 289 annonces, il y en a 206 volants à gauche. Donc attention, il y a aussi des volants à droite qu'on peut trouver. Bien sûr, il y a eu des imports d'Angleterre. D'ailleurs... j'en ai acheté une comme ça. T'en as acheté d'Angleterre, d'accord. Mais à une époque, alors je vais faire un peu vibrer, rêver. J'ai acheté donc une EP3 noire, elle devait avoir 100 000 miles, 160 000 km. Je l'avais payé assez cher, c'est-à-dire 1800 livres. Ouf, le fou. Donc 2500 euros ramenés, immatriculés, parce qu'il n'y avait même pas de taxe à l'import. Et voilà. Est-ce que tu l'as gardé? Non, mais je garde alors rien. Alors tu l'as vendu combien? Un peu plus, 4500 euros, quelque chose comme ça, mais c'était pas un grand délire. Mais bon, moi j'achetais, j'allais toutes les semaines acheter une voiture, alors c'était voilà. Et c'est un vrai. On ira sur les générations d'après. Encore aujourd'hui, même avec c'est un peu plus compliqué, mais même avec les taxes d'import, il y a quand même des trucs pour se faire plaisir. En Angleterre, et la clientèle des Honda Civic. Souvent, il est fan de Japan Style et il accepte le conduite à droite. Oui, comme la Honda S2000. Ouais. Prix moyen pour ce peu d'annonces autour de 13 000 euros. Kilométrage moyen 180 000 km, ce qui veut dire que si des exemplaires beaucoup moins kilométrés, sous les 100 000, alors là, peuvent aller vraiment chercher de forte valeur. La plus chère actuellement, elle est à 44 000, elle est en Pologne, elle a 2000 km annoncés, 44 000 euros. Et la moins chère, justement, t'en parlais, elle est à 2525 euros. Elle a par contre 220 000 km. Elle est en Angleterre. Je pense qu'il y a peut-être même 225 000 miles c'est en possible. Plus. Et elle est sur ebay.co.uk si vous voulez la voir. Disons qu'en Angleterre, on peut trouver des voitures très kilométrées, très rouillées aussi, parce que le climat anglais est. Voilà, donc enfin, on dit rien. Non. Mais on vient une chose pour un tout petit budget. Vous pouvez en effet, pour moins de 4 000 euros ramener, avoir une auto. Et puis pour compléter ton prix. Moi, mes camarades et moi, ce que je sais, je dirais qu'une belle P3, c'est 15 000 euros en Europe, conduite à gauche. Voilà. On passe à la suivante. FN2, ma chérie. Coupé.
C'est vrai, t'aimes bien? Ouais. Bah, c'est vrai que la table de pique-nique à l'arrière, elle est quand même vachement pratique. Non, mais c'est pas. Il y a une grosse, mais normalement, c'est plutôt. Oui, enfin, ça fait quand même table de pique-nique. Elle est Hein. assez jolie. Voilà. Arrête de digresser. Allez. La génération suivante, là? FN2. Très bien. 491 annonces, toujours à peu près 10% en France, 47, 22 en Allemagne. Donc finalement, on a de la chance, beaucoup de choix. Il y en a 2 tiers qui sont volant à gauche, 1 tiers volant à droite. Donc attention. Prix moyen, bah, finalement, on est à peu près dans les mêmes eaux que celle d'avant, même un tout petit peu moins, 13 000 euros. Beaucoup plus de kilomètres. Là, en revanche, c'est 210, 220 000 kilomètres. Donc encore une fois, l'effet kilomètre va être important. On le voit. La plus chère est en Turquie. On en revient, Turquie, 31 000 euros. Elle a quand même 130 000 km. Et la moins chère est au Royaume-Uni, 3 000 euros. Et elle a 210 000, certainement, miles aussi. Look complètement différent, plus abouti. L'intérieur, par contre, j'ai eu du mal. Hein. C'est pas mon intérieur de prédilection. Ouais, bah non, c'est dans le même style, avec les sièges de sport, hein, du rouge, etc. Non, je parle du tableau de bord. Ah ouais, le tableau de bord, ouais, non, mais le global, c'est une soucoupe volante. Donc voilà, faut assumer le style par rapport à ça. Moi, ma base de tarif, en effet, c'est aussi à peu près 15 000. Toi, tu dis un peu moins, c'est 15 000 euros, mais en effet, c'est plus kilométré. Ça correspond aussi au fait que c'est une voiture qui est un petit peu moins sportive, un peu plus bourgeoise, donc qui a plus tendance à rouler. Qui a fait plus de kilomètres avant d'être collectionné, d'être un peu arrêté en kilomètres. Pour moi, c'est le produit à aller acheter en Angleterre. Parce qu'aujourd'hui, tu trouves une belle auto, parce qu'en Angleterre, il y a quand même beaucoup d'autos qui ne sont pas belles, mais tu as une belle auto en bon état, pas rouillée, etc. Tu mets 2500 livres et tu vas avoir une auto qui va avoir 200 000 km et qui globalement, il n'y a rien à faire. Et voilà. J'entends certains commentaires, où je perçois possiblement des commentaires, on dit super, volant à droite, galère ou pas? Toi, tu les as eus. Alors, galère, je pense, au quotidien. Moi, on m'a dit qu'il y avait des amoureux de la conduite à droite qui mettaient des dashcam pour vérifier s'ils pouvaient doubler sur les nationales, qui avec le télépéage aujourd'hui c'était un peu moins ennuyeux. En revanche, à la revente, les aficionados sont prêts à jouer le jeu et prendre parce qu'ils ne peuvent pas se le payer sinon, ou c'est un vrai frein Pour moi, il y a beaucoup de choses. Si vous n'avez pas envie d'une conduite à droite, vous n'avez pas envie d'une conduite à droite. Par contre, il y a des marques où le blocage, il est beaucoup plus faible. La caricature étant sur les voitures japonaises, où la clientèle de voitures japonaises, souvent est plutôt très high-tech, très informatique, très fan Japan style, etc. Et donc pour lui, ça fait partie du produit. C'est quasiment fun d'avoir une conduite à droite. C'est presque mieux d'en avoir une à droite. Oui, voilà. En tout cas, c'est pas un problème. C'est un élément de différenciation. Okay. Il y a un vrai plaisir de s'associer à la culture japonaise. Donc j'en reviens, c'est comme tu disais, parce que pour une perception de prix, c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose de vraiment à étudier pour ceux qui souhaiteraient acheter, parce qu'il y a des vrais intérêts financiers à le faire, et c'est pas un blocage complet si un jour on va la revendre. Absolument. Après, ça se revend en effet beaucoup moins cher, mais il n'y a pas de blocage dû au fait de la conduite à droite. Vous achetez une Clio conduite à droite, oui, il n'y a pas beaucoup de clients. Non. Par contre, vous avez ça. Et puis, la conduite à droite, pour moi, c'est 1500 km. Vous avez oublié comment ça se passe. Oui. Ce qui est pénible, c'est de conduire à droite en Angleterre, mais ce n'est pas la conduite à droite. Et puis, en effet, vous avez le télépéage. Et puis, quand tu as une Civic, pour déboîter, tu décales, tu mets la 3 et tu tires tout. Mais c'est pas bien sur autoroute allemande. Non, c'est pas bien, oui, bien sûr. Mais par contre, si tu vas au drive, au McDrive et tu es tout seul, là, t'es quand même emmerdé, tu peux faire tomber ton coca sur le siège passager. Alors voilà, la spirale. Quand tu as une Civic, tu as des amis et donc tu ne vas pas tout seul. Non, tu veux en profiter, tu es égoïste, tu veux la profiter pour moi tout seul. On passe, alors tu disais rupture, la génération suivante, là on a une vraie rupture au niveau tarifaire. FK2. Ouais, 31, 32 000 euros. On est d'accord. 130 000 km. Très peu d'annonces en France. Mais alors là, du coup, c'est vraiment le step. Il faut mettre 2 fois plus, voire un peu plus que 2 fois plus d'argent pour aller. La moins chère, on l'a trouvée en Pologne, 8 000 euros. On n'a pas peaufiné l'annonce, mais à mon avis… C'est pas une vraie. Ouais. Et la plus chère est en Turquie, 54 000 euros, une très belle. Hein. Pour le coup, bleu, on va vous la mettre en insert. Bleu, les étriers de frein rouges, bref, 50 000 km. Mais bon, là, ça devient un vrai budget et à ces prix-là, on est carrément dans la collection. On la bichonne, on la sort pas. C'est une voiture de concessionnaire qui a été achetée dans cet aspect-là très clairement. Moi, je suis d'accord avec toi sur du 30 000 km. Là, il y a eu
ça commence à être cher, il commence à y avoir des taxes dans certains pays, etc. Donc les volumes se sont réduits, donc les prix sont très solides, on va dire. Alors, quand tu disais, oui, celle de Turquie qui est très chère, 2015, donc là, il n'y a plus de taxes. Oui, oui. Mais voilà. Mais par contre, tu l'importes, il n'y a rien du tout. Non, voilà, c'est ça. Okay. On passe à la 10e génération, alors avec un look encore... FK8, ouais, tout à fait. On est toujours dans les 30 et quelques mille, un peu plus dans la zone 35, 38. Moi je suis 35, 40, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y en a un petit peu plus. Alors, c'est marrant, sur ces voitures très sportives, souvent quand on fait ce genre de vidéos, on se rend compte que la France est bien pourvue. On a plus d'annonces qu'en Allemagne. Donc finalement, on peut peut-être aussi dans notre propre pays commencer à rechercher sans être obligé d'aller, alors sauf aller en Angleterre pour bénéficier de ce qu'on a vu. Et je reviens à une chose qui m'avait échappé sur la génération d'avant. En fait, aussi la durée de fabrication de la Type R a été plus courte. Et donc il y a aussi moins de volume. C'est ça aussi qui fait un peu plus le nombre de véhicules à la vente. Ouais. Ouais. Et je trouve que personnellement, elle a la compacité, elle a encore cette taille qui fait que tu as ce côté sportif que tu perds peut-être dans les autres. Oui. Voilà. On passe à la 11e génération. La toute dernière. La 11e. Alors là, FL5. Qui explose. J'ai pris volontairement les États-Unis parce que c'est quand même un marché de collectionneurs, un marché d'amateurs. Ils ont de l'argent, donc quand ils se positionnent sur un marché, sur un produit, ça peut aller cher. 141 000 € pour une version de 2021. C'est dire qu'ils s'intéressent vraiment à ce genre de voiture et c'est un peu, quand ils peuvent aller chercher les prix. En Suède, 91 000 € pour une version qui a 50 000 km. On va chercher des prix très élevés. Tu peux me rappeler le prix neuf ? Je vais assumer que je ne sais pas parce qu'en fait j'ai retenu que le bouquin qui va être offert. Je reconnais qu'on est tellement focalisé et c'est bête sur les taxes en fait qui arrivent dans la tête. Aujourd'hui, ton américaine très chère, c'est parce qu'en fait en hatch, en 3 portes, elle est dans cette définition, c'est une définition européenne, elle n'est pas vendue aux États-Unis, donc elle est importée. Donc c'est un produit importé. Il y a quand même une clientèle pour ça. C'est juste pour dire, des collectionneurs qui ont des sous, quel que soit l'endroit dans le monde où ils se trouvent, veulent ce type de produit et sont capables d'aller mettre des prix très élevés pour des voitures finalement pas si anciennes. Ce qui donne aussi une compréhension de l'attrait que peuvent avoir ces Et donc, modèles. toi, dans tes datas, c'est quoi? Tu es à peu près à quel 45, 50, la tranche 45-50 pour 90 000 km à peu près. Alors oui, moi j'étais un peu plus cher pour avoir moins de kilomètres avec un 65 000, à peu près, pour une belle auto, 65 000 €. Oui, c'est ça. En Ile-de-France, il y en a une, je la trouve étrangement pas très chère, à moins de 10 000 km. Et tu as combien d'annonces en France sur cette dernière génération? Quasiment. Pas d'annonce. Juste une petite vingtaine, ce que tu ça, soulignais très justement. Exactement. Et ça s'explique très naturellement par le fait qu'il faut donner autant en malus que pour le prix de la voiture. Et oui, parce que la voiture, c'est en fonction des 2 petites options qu'on peut mettre entre 57 et 60, plus 48 de malus, et qui va encore augmenter. Donc, ce qui fait que le prix, c'est 65. C'est-à-dire que c'est. Alors, il y a les 65, mais quand même des kilomètres, c'est ça, hein? Alors, non, celle-là, elle était à 65, elle est partie à elle est annoncée maintenant à 61 990 et elle est à moins de 10 000 km. Elle est en France, de 2023. Donc, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. OK. En parlant d'intéressant, maintenant qu'on a à peu près vu toutes les générations et autres, si toi, en tant qu'utilisateur, connaisseur, essayeur, propriétaire, il te fallait en garder une, pour la raison que tu vas nous souligner, tu prendrais laquelle? Alors, c'est pour titiller tout le monde. C'est mal posé comme question, c'est ça? Non, c'est pour titiller, c'est-à-dire que moi, je vais parler en tant que spéculateur. Non, je rigole, parce que tout de suite. Non, moi, c'est pas une question de spéculation, c'est, je vais vous dire, pour moi, quelle est l'affaire à faire? Voilà. C'est-à-dire que c'est tout bien. Là, j'aime tout le monde. Ouais. Une Type R, c'est super. Voilà. Tu fais des rimes, en plus, c'est beau quand même. Quelle que soit la génération. Ouais, c'est des super. Donc de 30 à 65 000 €, on peut. De 15 à 65 000 €. Ah, même les anciennes. Ouais, non, c'est des super. Pour moi, c'est des super autos et en plus, c'est plutôt le look aussi qui fait qu'on adhère à un modèle ou à un autre plus. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, on peut partir à même moins si on veut un volant à droite, donc de 10 000 de 5 000 non, de 5 000. Allez, de 5 000 à 65 000, on peut. Ok. Ouais, mais une fois que tu as dit ça, tu n'as pas répondu à ma question. Qui était peut-être mal posé, mais... Alors moi, comme je ressors mon petit papier, je remets mon truc, parce que je me confonds toujours avec les générations, j'assume tout à fait. FN2, c'est-à-dire celle qui est très futuriste, l'intérieur très futuriste. Je trouve que c'est resté une voiture très sportive, pour autant, elle est capable de faire beaucoup de routes.
pour moi, c'est un peu l'aboutissement aussi de l'Atmo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le turbo. Je ne vais pas dire qu'il dénature, mais c'est vraiment pour moi le vrai turbo qui prend des tours. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la mal aimée. À 15 000 € pour une conduite à gauche et peut-être 5 000 € pour une belle autoconduite à droite. Vous pouvez pas perdre, je vais être pragmatique, vous pouvez pas perdre d'argent, même si vous remettez des sous pour remettre en état, pour entretenir, progressivement, ça va rien vous coûter, donc c'est quand même génial. Je te coupe juste une seconde, c'est très fiable et haute, mais bon, il faut quand même de temps en temps l'entretenir ou faire, trouver des pièces, malgré les petits volumes, on trouve, c'est pas un cassette. Tout existe, parce que comme il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent en compétition, c'est-à-dire que tu peux acheter en plus du produit, plaquettes 10 et même un petit peu upgrade qui sont à des tarifs ultra raisonnables. Après, oui, une voiture qui est massacrée, c'est une voiture qui est massacrée, mais en partie en Angleterre, si tu l'achètes sans rouille, voilà, non, en réalité, c'est des fiabilités juste exceptionnelles. Bon, bah, génial. On peut clôturer là-dessus? Ouais. C'est un bon choix, mais on ne peut pas complètement clôturer sans aller au bout de la logique de ce qu'on vous avait présenté, c'est-à-dire on a sélectionné un vainqueur. Toi, en l'occurrence, tu as sélectionné un vainqueur qui va recevoir, j'avais dit, le bouquin et peut-être quelques surprises et je te laisse dire s'il y en a. Il aura le livre, il aura une dédicace et puis comme… Alors hop, je retourne parce que j'avais noté son nom. J'ai pas moi la dédicace. C'est Pascal Hertereau 5811 et il parle d'un cadeau pour son frère, donc je ferai une dédicace dans ce sens-là. Et en plus, comme ce que j'ai sur mon site, quand vous l'achetez sur le site Life in Honda Civic, je donne des posters, donc il y aura aussi ce cadeau-là avec… 7 posters imprimés à 4 en cadeau supplémentaire. Parce que si vous l'achetez ailleurs que sur notre site, il n'y a pas de cadeau, mais sur le site, il y a des cadeaux. Et donc même, j'imprimerai peut-être un ou deux posters en plus. Donc il y aura vraiment beaucoup de cadeaux, même en plus de ce qu'il y a naturellement sur notre site. Voilà. Génial. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup François. Si tu l'acceptes, j'aurai plaisir à faire une autre vidéo sur une thématique qui nous est chère et qu'on a divulguée au début, c'est le Range Rover. Il y aura peut-être aussi une Range Rover, quelque chose à gagner. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous connaissez. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.